Roi des rois, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu des dieux, Sa Majesté Haïlé Sélassié, le premier, tels furent les titres accordés à Rastafari Makonnen lorsqu'il fut couronné empereur de l'Empire éthiopien le 2 novembre 1930. En tant que chef d'une civilisation qui avait duré plus de 3000 ans, le nouvel empereur serait désormais considéré par des millions de personnes dans le monde comme un symbole universel de fierté et de souveraineté africaine, à une époque où pratiquement tous les royaumes africains autochtones étaient tombés sous la domination européenne. Pendant son règne de 44 ans en tant qu'empereur, Haïlé Sélassié serait beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour certains, un despote impérialiste et brutal. Pour d'autres, un symbole d'anti-impérialiste et de liberté. Pour certains, un monarque arrogant et égoïste. Mais pour d'autres, un messie analphabète. Les paradoxes et les contradictions peuvent être communs à tous, les personnages historiques majeurs, mais il reste l'homme, le mythe, l'héritage et le dernier empereur de l'Empire éthiopien. Toute exploration de la vie de Haïlé Sélassié doit commencer par explorer la nature de la société éthiopienne et de l'empire qui la dirigeait à la fin du 19e siècle. L'Éthiopie et la corne de l'Afrique au sens large ont une histoire unique. Il y a 1700 ans, lorsque l'Empire romain régnait sur toute l'Afrique du Nord, l'Égypte romaine est devenue l'un des premiers centres majeurs du christianisme en Méditerranée orientale. Bientôt, la nouvelle religion se répandit vers le sud, au-delà des frontières de l'Empire romain, le long du Nil et sur la côte de la mer Rouge. Dans cette mouvance, l'Éthiopie est rapidement devenue un pays chrétien. Cependant, avec les conquêtes arabes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au 7e siècle après Jésus-Christ, l'Éthiopie fut effectivement coupée du reste du monde chrétien, mais elle ne se convertit pas à l'islam. Au fil du temps, une forme unique de christianisme s'est développée. De plus, la politique et la culture éthiopienne furent enveloppées de légendes bibliques et, à partir du XIIIe siècle, les dirigeants du royaume d'Éthiopie prétendirent descendre du roi biblique Salomon. C'est pourquoi leur ligne dynastique est devenue connue sous le nom de dynastie salomonienne. Cette dynastie salomonienne dirigeait un royaume qui, il y a des siècles, ne constituait qu'une partie du nord de l'Éthiopie. Mais entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle, elle a commencé à s'étendre vers le sud, l'ouest et l'est pour finalement couvrir une superficie proche de l'Éthiopie actuelle. Ce faisant, l'Empire éthiopien est devenu un État multiculturel, comptant de nombreux peuples ethniques différents, vivant sous le règne des empereurs. Les plus importants d'entre eux étaient les peuples Omoro et Amhara, qui représentaient à eux deux plus de la moitié de la population de l'Empire. Mais des minorités importantes comprenaient les Somaliens à l'extrême sud et à l'est du pays et les Tigrins au nord-est. Les différentes ethnies parlaient des langues différentes et avaient des apparences quelque peu différentes. Par exemple, les Oromo sont un peuple koutitique qui dominait la partie nord-ouest du pays et qui s'est montré plus sensible à la propagation de l'islam dans la région. Les Amharas sont un peuple sémitique qui dominait les hauts plateaux d'Éthiopie et étaient beaucoup plus engagés dans le christianisme orthodoxe oriental. Ces divisions ethniques et religieuses influenceront le règne de Haïlé Sélassié et en fait toute l'histoire de l'Éthiopie moderne. En effet, elles sont si centrales dans l'histoire du pays que le nom alternatif utilisé pour désigner l'Empire éthiopien au moment de la naissance de Haïlé Sélassié était Abyssinie, du terme arabe Abassa, signifiant mélange, une référence à la nature multiculturelle de l'Empire. Au milieu du 19e siècle, l'Empire éthiopien était devenu l'un des États les plus puissants d'Afrique. Cela devait être le cas, car les grandes puissances européennes entraient dans une période de colonisation accélérée du continent. Au nord, l'Égypte était effectivement devenue un protectorat britannique et la domination britannique s'étendait le long du Nil jusqu'au Soudan, voisin occidental de l'Éthiopie, et finalement en Ouganda et au Kenya, voisins méridionaux de l'Abyssinie. En fin de compte, presque toute l'Afrique a été annexée par les puissances européennes dans le cadre de ce qui est désormais connu sous le nom de Rieux vers l'Afrique.
Cependant, l'Abyssinie a évité ce sort, en grande partie parce que Ménélik II, arrivé au pouvoir en 1889, a lancé un programme de modernisation. Il fit d'Addis Abeba une nouvelle capitale forte au centre de l'Empire et développa une alliance avec l'Empire russe à partir de 1893. Grâce à cela, les Russes ont envoyé des conseillers militaires, des scientifiques et des économistes en Abyssinie pour conseiller le pays sur la manière de moderniser son gouvernement, son économie et son armée, en vue de résister aux empiètements des Italiens, des Britanniques et des Français et d'autres. Ainsi, lorsque Tafari Haïlé Sélassié est né, une nouvelle ère de l'histoire éthiopienne commençait. Il y a un conte populaire éthiopien bien connu qui raconte comment le père de Haïlé Sélassié, connu sous le nom de Makone et gouverneur de la province éthiopienne de Harar, reçut la visite d'un ermite venu lui délivrer une prophétie, combattant aux côtés de son cousin l'empereur Ménélik II. Il était aussi un conseiller clé proche de son proche parent l'empereur Ménélik II. Le père de Sélassié, Ras Makone, avait joué un rôle de premier plan lors de la célèbre bataille d'Adoua en 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont vaincu l'Italie dans une bataille qui fait rage. Ce qui garantirait finalement le statut de l'Éthiopie comme l'un des deux seuls pays africains à n'avoir jamais été colonisé. Mais malgré ses grands succès militaires et ses réalisations politiques, Ras Makone était un homme en crise. Sa femme bien-aimée avait de sérieux problèmes pour procréer et avait subi une série de problèmes de fausse couche selon le conte populaire. Mais les problèmes de Makone ont finalement été résolus lorsque les ermites lui ont livré la prophétie suivante. Cette fois, l'enfant dont votre femme est enceinte viendra au monde en meilleure santé et survivra. Il grandira et quand il sera un jeune homme, il deviendra le dirigeant de l'Éthiopie et gouvernera le pays d'une main ferme. Il accordera grandeur et fierté à l'Éthiopie et lui remettra sa renommée. Mais en fin de compte, il détruira tout ce qu'il a construit de ses propres mains et laissera le pays en ruine. Mais comme pour de nombreuses histoires sur le défunt empereur, la question de savoir si les événements décrits se sont réellement produits ou non restera à jamais un mystère. Mais en mettant de côté les questions d'exactitude factuelle, la prophétie de l'ermite à partir de cette histoire d'origine mystique fournit un résumé parfait de la vie compliquée et de l'héritage de l'un des dirigeants les plus importants de l'histoire moderne de l'Afrique. L'homme connu sous le nom de l'empereur Haïlé Sélassié est né le 23 juillet 1892 dans la ville d'Idjersa Koro, non loin de la ville Harar en Éthiopie. On lui a donné le nom de Lige Tafari Makone dans sa jeunesse. Lige signifie enfant d'eux, tandis que Tafari signifie celui qui est respecté ou craint. Makone était le nom de son père. Ainsi, en grandissant, il était connu comme l'enfant de Makone qui est grandement respecté. Lige Tafari Makone est né dans une importante famille noble liée à la dynastie impériale actuelle. Par l'intermédiaire de sa grand-mère paternelle, Tafari descendait de la lignée des rois salomoniens. Son privilège d'apporter un sang noble malgré l'enfance de Tafari Makone n'était pas nécessairement facile. La mort de ses deux parents verrait Tafari adopté par le cousin de son père, l'empereur Ménélik II. Grandissant dans les couloirs du pouvoir, le jeune Tafari acquérera une éducation de premier ordre en politique de pouvoir et développera un mélange unique de charme et de cruauté qui le verra finalement s'élever au sommet de la société éthiopienne. Tafari Makone était sensiblement petit que la plupart des nobles éthiopiens. Mais ce qui lui manquait en physique, il le compensait largement par son charisme et son ambition. À seulement 13 ans, Tafari avait été nommé gouverneur titulaire et à l'âge de 18 ans, il assumait le contrôle de l'ancienne province de Harar de son défunt père. Et 6 ans plus tard, à l'âge de 24 ans, il est devenu l'homme le plus puissant d'Éthiopie. L'accession de Tafari au pouvoir était due à son génie politique. Au moment où Tafari atteignait sa majorité, l'empereur au pouvoir Ménélik II était tombé gravement malade et était sous pression pour choisir un successeur parmi tous les héritiers potentiels. Deux options raisonnables étaient son petit-fils Lige Iyasu et sa fille aînée Waziri Zewditu. En juin 1908, l'empereur Ménélik a subi un grave accident vasculaire cérébral, créant une mort imminente, a annoncé Lige Iyasu
comme son successeur choisi. Mais en raison du jeune âge de Lige Iyasou, l'empereur a fait une déclaration. Rastese Manadiou doit être plénipotentiaire de la région jusqu'à ce que Lige Iyasou soit apte à gouverner. Peu de temps après sa nomination en tant que régent, Rastese Manadiou est décédé subitement après avoir également subi un accident vasculaire cérébral. Bien que Ménélik II était encore en vie à ce moment, il s'éloignait maintenant lentement sur son lit de mort. De ce fait, Lige Iyasou a décidé de mettre fin à son opportunité en défiant les membres supérieurs de la cour impériale. Il a refusé de partager le pouvoir ou a accepté la nomination d'un nouveau régent et ainsi, à seulement 14 ans, Iyasou est devenu le dirigeant de facto de l'Empire. Il s'est ainsi révélé très impopulaire parmi les hommes de pouvoir éthiopiens qui s'efforçaient de garantir qu'il ne soit pas officiellement couronné empereur. Alors qu'il complotait sa disparition, des membres de la cour royale refuseraient même d'annoncer la mort de l'empereur Ménélik II en 1913. Les ennemis d'Iyasou réussiront finalement à le faire tomber lorsqu'en 1916 il fut accusé et jugé pour les crimes de trahison et d'apostasie à la suite d'une campagne vindicative menée par le ministre de la Guerre. Iyasou fut reconnu coupable de conversion à l'islam et il fut banni du palais avant d'être destitué. Sa tante Zewditou, la fille du défunt empereur Ménélik II, fut ensuite nommée impératrice en septembre 1916 et Tafari fut nommé régent et héritier du trône. Ce qui suivit fut 14 ans de conflits, de manœuvres politiques et de fusion de sang, au cours desquels Lige Iyasou tenterait de renverser Tafari du poste de régent afin de regagner le trône. Tafari est sorti victorieux de cette guerre d'éviction. Sa campagne pour le pouvoir ultime a commencé lorsqu'il a forcé l'impératrice à le couronner roi en octobre 1928. À la mort subite de l'impératrice 2 ans plus tard, Tafari est finalement couronné Negisa Nagas, ce qui signifie roi des rois de l'Empire éthiopien. Et à partir de ce couronnement, Tafari fut appelé Sa Majesté impériale, empereur Haïlé Sélassié Ier. À l'insu de Haïlé Sélassié, sa nomination le verra rapidement être la figure centrale d'une religion née sur une terre très éloignée des frontières de son royaume. Dans une petite colonie britannique où les corps noirs ont longtemps été sujets au mépris et à l'assujettissement, la nouvelle du couronnement de Haïlé Sélassié serait désormais considérée par des milliers de Jamaïcains noirs comme un signe de salut et de providence. Les prédicateurs de nouvelles religions, connus sous le nom de Rastafarisme, ont commencé à proclamer un nouvel évangile. Selon eux, le couronnement de Sélassié était l'accomplissement d'une prophétie du militant panafricain Marcus Garvey, qui a encouragé ses partisans à se tourner vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné car le jour de la délivrance est proche. Malgré la forte résistance des autorités coloniales britanniques, le nouveau mouvement a rapidement commencé à se développer sous la direction de son principal prédicateur, Leonard Howell. Défiant les autorités britanniques, Howell a commencé à proclamer hautement Haïlé Sélassié comme un être spirituel et exhorta ses compatriotes noirs jamaïcains à ne plus se considérer comme des sujets britanniques, mais comme des Éthiopiens. Environ 5000 photographies du couronnement de l'empereur auraient été réimprimées et distribuées à ses partisans pour être utilisées comme passeport de voyage en prévision de leur voyage rédempteur vers la terre qu'il appelle maintenant en rêve Sion. Mais en contraste frappant à la vision rastafarienne de l'Éthiopie comme un paradis africain gouverné par un messie africain bienveillant, la vie quotidienne de l'Éthiopien moyen vivant sous le règne de Haïlé Sélassié n'était guère enviable. Malgré sa richesse et son statut d'une des plus anciennes civilisations chrétiennes du monde, l'Éthiopie était loin derrière ses pairs européens et asiatiques en termes de progrès technologiques et économiques. L'Éthiopie était une société féodale dans laquelle une minorité composée de monarques, de nobles et de membres du clergé exerçaient une domination presque absolue sur un large territoire. À cette époque, l'esclavage était encore courant dans de nombreuses régions du pays avec environ 2 millions de personnes qui auraient été soumises à une forme de servitude forcée au moment du couronnement de Haïlé Sélassié en 1930. L'Éthiopie était confrontée à un problème structurel. Tout le pouvoir et toutes les richesses étaient concentrés entre les mains des familles nobles, ce qui entraînait des querelles éternelles entre les nombreux princes nobles et le clergé avec des ramifications graves sur la vie des citoyens moyens éthiopiens. En 1935, l'Éthiopie est envahie par l'Italie du dictateur fasciste Benito Mussolini et Haïlé Sélassié ordonne une mobilisation complète
pour soutenir l'effort de guerre contre cette invasion italienne. Et depuis Addis Abeba, l'empereur diffuse un appel passionné au monde extérieur pour sauver l'Éthiopie de la conquête italienne. Il défend la cause du pays et invite le monde à arrêter la guerre. Il déclare que le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais est prêt à se battre pour sa souveraineté. Alors que d'autres royaumes africains tombaient sous le contrôle de diverses puissances européennes, Haïlé Sélassié avait travaillé dur pour garantir la souveraineté de sa nation, en s'assurant que l'Éthiopie devienne un membre souverain de la Société des Nations. L'entrée de l'Éthiopie dans la première organisation intergouvernementale au monde a été particulièrement opposée par l'Italie qui considérait depuis longtemps l'Éthiopie comme le complément parfait à sa peur d'influence en Afrique de l'Est. Ignorant complètement les principes de non-agression convenus par tous les États membres de la Ligue des Nations, les forces de Mussolini se sont lancées dans une campagne brutale pour prendre le contrôle de l'Éthiopie et se venger de la célèbre défaite de l'Italie lors de la bataille d'Adwa en 1896 à l'époque de Menelik II. Malgré un discours emblématique en juin 1936, au siège de la Société des Nations à Genève, dans lequel il réprimandait les États membres pour leur passivité face à l'agression de Mussolini, Haïlé Sélassié sera finalement contraint de fuir son pays lorsqu'il deviendra qu'il n'y aura aucun moyen d'arrêter l'avancée italienne. 5 ans après son glorieux couronnement, le roi des rois d'Éthiopie s'est retrouvé démuni sous la protection britannique dans la petite ville de Baf où il s'est réfugié. L'homme que l'on croyait le Messie africain avait été chassé d'Afrique par une puissance européenne. Même après sa fuite de l'Éthiopie, Sélassié a continué à recevoir le soutien de nombreux autres membres de la diaspora africaine, alors que l'invasion italienne de l'Éthiopie a déclenché une vague de soutien en faveur de l'empereur et de sa nation partout dans les îles Caraïbes et aux États-Unis. Le salut est finalement venu en 1941 lorsque les Italiens ont été chassés du pays par les forces britanniques combattant aux côtés des membres de la résistance éthiopienne pendant la campagne des puissances alliées en Afrique de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le retour de Sélassié en Éthiopie revigorait les croyances de sa divinité et, plus important encore, construirait son image comme symbole de la résistance africaine. Profitant pleinement de sa popularité croissante dans les années qui ont suivi son retour, Haïlé Sélassié a commencé à poursuivre le grand effort de modernisation qui avait commencé sous le règne de l'empereur Menelik II. Le pays verrait la construction de plus de 200 bâtiments scolaires entre 1942 et 1952, ainsi que la création de la première université d'Éthiopie. Les jeunes plus talentueux d'Éthiopie ont également été encouragés et parrainés par le gouvernement à étudier à l'étranger, dans l'espoir qu'ils aideront au développement du pays à leur retour. Construisant son image à travers le continent, Sélassié est devenu un partisan majeur de divers mouvements panafricains et anticoloniaux qui ont débuté dans les années 40, 50 et 60 aux côtés de Kwame Nkrumah du Ghana et Abdel Nasser. Sélassié a énormément contribué à la formation de l'Organisation de l'Unité africaine et a proposé la capitale de son pays comme siège de l'organisation. Étonnamment, Sélassié serait un homme méprisé par de nombreuses factions au sein de son royaume. Sa décision d'homogénéiser et de force l'Éthiopie en élevant sa culture et sa langue natale dans tous les domaines de la vie religieuse et civique du pays le ferait détester par un grand nombre de non-éthiopiens. Suite à une famine dans la province du pays, dans le nord de l'Éthiopie, en 1958, l'empereur a été accusé d'avoir causé la mort de plus de 100 000 personnes lorsqu'il aurait refusé d'envoyer suffisamment d'aide alimentaire d'urgence. Les efforts de Sélassié pour moderniser l'Éthiopie en encourageant l'enseignement supérieur et en envoyant un nombre important de dirigeants éthiopiens étudier à l'étranger aboutirait à l'émergence d'une nouvelle classe d'étudiants instruits et progressistes, de politiciens et de chefs militaires qui, à la fin des années 1950, étaient devenus très insatisfaits du rythme du changement. Avec de nombreux pays africains poussant à devenir des États démocratiques indépendants, l'idée qu'un pays aussi grand que l'Éthiopie puisse continuer comme une monarchie impériale absolue était tout simplement inacceptable pour beaucoup au sein de la classe intellectuelle émergente de l'Éthiopie. En 1960, une conspiration menée par l'un des gouverneurs régionaux aboutit à une tentative de renversement de Haïlé Sélassié et de conversion de l'Éthiopie à une monarchie constitutionnelle dirigée par le prince héritier
L'économie et le désir de démocratie parmi les classes instruites de l'Éthiopie signifiaient qu'il y avait un certain niveau de soutien populaire pour le coup d'État. Le renversement a finalement échoué grâce à certaines actions rapides prises par le pouvoir en place. Malgré son échec, le coup d'État en 1960 effrayerait Sélassie. Les personnes assez courageuses pour lui faire face ont commencé à appeler Haïlé Sélassie à envisager des réformes démocratiques. La réponse de l'empereur a été simplement de punir et prendre des mesures pour consolider son pouvoir personnel. Ajoutant encore plus d'huile sur le feu, l'empereur s'est rapidement fait davantage d'ennemis intérieurs lorsqu'il est entré dans un violent conflit avec les combattants de la liberté érythréens de l'autre côté de sa frontière nord. Ce conflit de longue date a commencé lorsque les nationalistes du pays de l'Érythrée, qui avaient été fédérés à l'Éthiopie par les Nations Unies en 1952, ont commencé à militer violemment pour l'indépendance de l'Éthiopie. En réponse à la demande d'indépendance de l'Érythrée, l'empereur a rapidement dissous la fédération de l'Éthiopie et de l'Érythrée et a annexé l'Érythrée. La violente lutte de 29 ans qui a suivi entachera à jamais l'image de Haïlé Sélassie aux yeux de millions de ses sujets. Face à une vague presque incessante de pression allant des appels à une plus grande démocratie de la part des groupes nationaux, l'empereur devenant de plus en plus vieux continua néanmoins à ne montrer aucun réel intérêt pour la décentralisation du pouvoir. Inversement, la réputation de Haïlé Sélassie en tant que leader respecté a continué à décroître dans le monde. L'empereur a continué de fonctionner comme un seul homme du gouvernement, au travers les invitations et voyages à l'extérieur du pays, avec son image placardée dans les journaux occidentaux et son accueil généralement positif lors de ses visites d'État dans les pays occidentaux. Sélassie est devenu une source de fierté pour des millions de personnes en Afrique et dans les Caraïbes qui n'étaient tout simplement pas habitués à voir un dirigeant africain susciter l'intérêt médiatique et le respect des autres dirigeants mondiaux. Bien qu'il n'ait jamais expressément revendiqué le statut divin conféré par les Rastafariens, Haïlé Sélassie a fourni des efforts minimes pour dissiper les mythes sur sa personne. Le 21 avril 1966, Haïlé Sélassie a même fait une visite d'État officielle en Jamaïque où il a rencontré les dirigeants clés du mouvement rastafarien. Cette visite du pays donnerait naissance à encore plus de folklore sur l'empereur. Au début des années 1970, Haïlé Sélassie était devenu rien de moins qu'une divinité à part entière pour des millions de personnes dans le monde, alors que son profil international continuait de croître et de s'élever. Bob Marley a fait de son nom un symbole du mouvement Rastafari dans ses musiques hip-hop. Le mauvais bilan du royaume de Sélassie en matière de progrès économique, des droits de l'homme et les libertés civiles créerait une source mondiale de griefs pour la génération émergente éthiopienne. Dans sa tentative d'écraser diverses rébellions et de maintenir le pouvoir, les emprisonnements des prisonniers politiques sont devenus des événements réguliers dans de nombreuses régions de l'Empire. L'armée impériale éthiopienne serait particulièrement méprisée dans la campagne érythréenne où il aurait commis plusieurs atrocités lors de leurs nombreuses escarmouches avec les combattants de la liberté érythréens. Mais malgré tous les nombreux griefs que les ennemis de Haïlé Sélassie avaient contre lui, le dernier clou dans le cercueil impérial ne viendra qu'en 1972 lorsqu'éclatera une famine dévastatrice au nord-est du pays a entraîné la mort d'environ 40 000 à 50 000 Éthiopiens. Et en cette même année, l'empereur a célébré son 80e anniversaire lors d'une somptueuse fête qui aurait coûté une très grande fortune. La famine sape gravement le soutien populaire du gouvernement de Haïlé Sélassie et le respect personnel et le prestige personnel de l'empereur ont été irrémédiablement dévastés, créant un renversement imminent. Des proches de l'empereur ont même commencé à le supplier de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. L'un de ses plus proches avocats est une fois venu au palais et s'est jeté aux pieds de l'empereur, le suppliant d'abdiquer le trône. Bien que sérieusement ému par le geste, l'empereur aurait répondu en disant « Dites-moi si le roi David a abdiqué. Nous régnerons aussi longtemps que le Tout-Puissant nous le permettra. » Sur fond général d'insatisfaction et de désapprobation de l'empereur, un groupe de gauche radicale, les officiers de l'aile militaire qui attendaient depuis longtemps l'occasion idéale, se sont rapidement mobilisés pour renverser le régime de l'empereur en septembre 1974. D'un seul coup, plus de 3000 ans d'histoire et de traditions éthiopiennes ont été brutalement écrasés par les bottes d'un comité hétéroclite de soldats d'inspiration soviétique. Dans l'année qui a suivi son renversement, les journaux ont commencé à rapporter que Haïlé Sélassie était mort dans des circonstances mystérieuses,
mais personne ne pouvait dire où son corps avait été enterré. Haïlé Sélassié fut sans aucun doute l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Jamais au cours de 3000 ans d'histoire de l'Empire éthiopien, un empereur éthiopien n'avait détenu autant de pouvoir et d'influence qu'Haïlé Sélassié le premier. Mais assez ironiquement, c'est ce même fait qui a scellé son destin en tant que dernier de sa lignée. La révolution éthiopienne de 1974 qui a renversé son régime impérial ouvrirait les vannes à une ère de terreur et d'anarchie. Une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire du pays. Comme beaucoup d'autres révolutions et soulèvements avant lui, la révolution éthiopienne finirait par ravager ses propres enfants. L'instabilité politique et les luttes intestines qui ont suivi le renversement de l'empire verraient plus d'1 million d'Éthiopiens perdre la vie et un nombre plus grand de déplacés ou plongés dans la pauvreté absolue. Lorsque les générations futures jugeront les 60 années de règne de Haïlé Sélassié, ils comprendront que les années de service de l'empire sont plus importantes que les erreurs commises pendant son règne sur l'empire éthiopien. J'ai entendu dire par les gens du palais que oui, Macky Sall est le candidat des Blancs. De quel Blanc? Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Je m'engage, si je suis élu président de la République le dimanche, à tout mettre en œuvre pour, en tout cas, un cessez-le-feu immédiat. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. D'urgence. Et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Nous qu'on avait accusés, vous comprenez maintenant qui sont les traîtres du peuple. Vous comprenez maintenant qui sont ceux qui gèrent leurs propres intérêts. Nous avons tenu ensemble les députés de l'opposition, les vrais députés de l'opposition, ceux-là qui pensent qu'on ne modifie pas la Constitution comme ceci, ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas proroger le mandat du président de la République au-delà des délais qui étaient prévus. Mais voilà le visage que nous offre la démocratie sénégalaise. Et je vais accuser la France, je vais accuser la CEDEAO, je vais accuser l'Union européenne, je vais accuser l'Union africaine d'être le souteneur du tyran. Géophysicien à la base, le parcours politique de Macky Sall est une toile tissée de détermination et de leadership. Des premiers pas au sein du gouvernement aux élections présidentielles victorieuses, Macky Sall incarne la résilience et l'engagement envers le progrès. Son héritage s'entrelace avec les défis du Sénégal moderne, faisant de lui un architecte clé de l'avenir de cette nation ouest-africaine. Macky Sall a amorcé son parcours politique en occupant divers postes ministériels avant de devenir le Premier ministre en 2004. Cependant, sa dissidence courageuse en 2008 a marqué un tournant, confirmant son engagement envers ses convictions. Les élections présidentielles de 2012 l'ont alors propulsé à la tête du Sénégal, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays. Cette ascension fulgurante et les épreuves qui l'ont jalonné sont au cœur de notre exploration, offrant un aperçu fascinant de la vie et du leadership de cet homme d'État exceptionnel. Préparez-vous à plonger dans une saga politique riche en rebondissements. Voici à présent l'histoire de Macky Sall. C'est à Fatick en 1961, le 11 décembre, dans une famille de 4 frères et sœurs, que Macky Sall a vu le jour. Fatick est une ville de l'ouest du Sénégal, située entre Mbour et Kaolack. Par son père, il vient de la lignée des Sall, dont la généalogie est encore jalousement entretenue par la grande famille des griots, les historiens. Sa famille, disait-il, était vigoureusement dévouée aux valeurs chères à leur lignée, telles que le culte de l'effort, de la droiture, du courage et de la retenue. Jeune immigré du Nord, son père Amadou Abdoul Boubou Sall quitta sa région d'origine en 1946. Arrivé à Fatick,
Son père s'était essayé à plusieurs petits métiers. Cela fut très dur au début, mais il était un homme combatif. Puis en 1948, il trouva un emploi lors de la construction de la mission catholique des Fatiques et de la route Dakar-Kaolack avant de devenir fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Sa mère, Kumba Amadou Diaouli Hassan Timbo, était également originaire du Fouta. Elle était la cousine de son père. Sa mère, femme au foyer, s'est adonnée au commerce de cacahuètes pour contribuer à l'éducation de ses enfants. Macky Sall est élevé dans la région du Fouta Toro au nord. En 1974, il commence son cycle primaire avant de poursuivre ses études secondaires au collège d'enseignement général. Là-bas, il fait la rencontre d'un oncle, Abdoul Samban Ndiaye, qui était professeur de mathématiques. Ce dernier était très politisé et a commencé à lui transmettre des écrits révolutionnaires, notamment sur Lénine. À 15 ans déjà, il a entamé une éducation politique avant de poser sa valise au lycée Gaston Berger de Kaolack. En 1982, il obtient son baccalauréat dans une branche scientifique avant de continuer ses études à l'université de Dakar. À l'université, Macky Sall entre politiquement dans la clandestinité. Il rejoint officiellement le parti de la gauche maoïste NDJEF, Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. En 1983, le mouvement maoïste sénégalais entame un virage vers la radicalisation. Il s'en éloigne rapidement, ne partageant pas l'idée du mouvement ni la stratégie de l'activiste politique Landing Savané de boycotter le scrutin de 1983 contre le Parti socialiste PS d'Abdoulaye Wade. Il vote pour le libéral Abdoulaye Wade la même année et quitte le mouvement NDJEF. Il obtient son diplôme et devient ingénieur géologue, géophysicien formé à l'Institut des sciences de la Terre IST de Dakar, puis part en France pour suivre sa formation à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ENSPM de l'Institut français du pétrole IFP de Paris. De retour au pays, il s'intéresse énormément à la politique. À cette époque, Abdoulaye Wade était emprisonné. Mais dès qu'il sortit de prison, il part en France, publie un livre puis rentre à Dakar. En février 1989, il organise un gigantesque meeting au cours duquel il lance un appel aux jeunes cadres du pays pour qu'ils le rejoignent et fassent évoluer la situation avec lui. Au lendemain de cet appel, Macky Sall est allé voir Abdoulaye Wade et a adhéré à son parti PDS, Parti démocratique sénégalais. Pour Macky Sall, il était alors le seul opposant crédible, le seul capable de changer les choses, et il s'est vu participer à ce changement. Dans les années 1990, Macky Sall intègre Petrosen, société de pétrole sénégalais. C'est à sa première sortie d'exploration lors d'une mission en 1991 qu'il rencontrera Mareno, sa future femme. En 1993, il est nommé chef de la division banque de données de l'entreprise Petrosen. Au sein de son parti politique, il devient secrétaire général de la convention régionale du PDS Abdoulaye Wade à Fatick, sa ville natale, puis président de la cellule initiative et stratégie de 1998 à 2008. Il reste fidèle à son dirigeant en devenant président des cadres du parti et participant à ce titre à la campagne de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000 qui porte Abdoulaye Wade à la tête du pays. Proche collaborateur du nouveau président, il espère intégrer le gouvernement, mais devient de décembre 2000 à juillet 2001 directeur général de la Société de pétrole du Sénégal, Petrosen, et conseiller spécial du président de la République chargé de l'énergie et des mines d'avril 2000 à mai 2001. Et de 2001 à 2004, il enchaîne successivement les postes ministériels. De mai 2001 à novembre 2002, il est ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il remplace le professeur Abdoulaye Bathily qui deviendra vice-président de l'Assemblée nationale. De novembre 2002 à août 2003, il est ministre d'État, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique dans le gouvernement dirigé par Mamadior Mboye. D'août 2003 à avril 2004, il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement d'Idrissa Seck. Il est remplacé au poste de ministre de l'Intérieur par Ousmane Gon. Parallèlement, il est nommé vice-président du comité directeur du Parti démocratique sénégalais PDS en avril 2004. Le 21 avril 2004, Macky Sall est nommé Premier ministre. Il occupe cette fonction jusqu'au 19 juin 2007 lorsqu'il est remplacé par Cheikh Hadjibou Soumaré.
Il détient ainsi le record de longévité des premiers ministres de Wade. Peu connu, il s'impose lors de son premier discours de politique générale face au ténor de l'opposition. Puis il met en œuvre les projets présidentiels mis en sommeil par SECA, Autoroute, Corniche de Dakar, nouvel aéroport. Il conduit la campagne pour la réélection d'Abdoulaye Wade en 2007, mais voit ses relations se tendre avec le président réélu. Alors que Macky Sall avait contribué à la réussite électorale de Wade, ce dernier l'a ignoré quand un journaliste aborda la question d'un potentiel successeur. Il n'est pas reconduit à la primature. Remplacé par Cheikh Agibou Soumaré, il se rabat sur l'Assemblée nationale, dont seul candidat il est élu le 20 juin 2007 à la présidence par 143 voix sur 146 votants. Mais la rupture est consommée quand il cherche à convoquer à l'Assemblée nationale Karim Wade, fils du président de la République, pour une audition sur les travaux de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique ANOSI et sur la gestion de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé. Le mandat de président de l'Assemblée nationale est réduit de 5 à 1 an. Il est cité dans une affaire de blanchiment d'argent présumé. Alioune Tine, président de la rencontre africaine pour les droits de l'homme, Raido, affirme que ces accusations contre Macky Sall sont grotesques et totalement fantaisistes. Un mois plus tard, l'affaire est classée sans suite, faute d'éléments. Dès lors, il entre dans l'opposition au lieu de se soumettre à Wade. Le 9 novembre 2008, au cours d'une déclaration en Wolof et en français, il annonce quitter le PDS et abandonner tous les postes qu'il occupe grâce à ce parti. En novembre 2008, il crée avec une trentaine de cadres du PDS le parti politique Alliance pour la République APR autour de 3 priorités pour le Sénégal rural. L'accès à l'eau, à l'électricité et à des routes praticables. Lors des élections locales, le 22 mars 2009, son parti remporte toutes les localités de Fatick, son fief, la ville de Gozas, 12 collectivités locales au nord du pays, 3 au sud. Aussi toutes les grandes villes du pays dans le cadre d'une coalition formée avec les autres partis membres de Benno Siggil Sénégal. Le parti est inauguré à Thiès. Au cours des années, l'APR met en place des alliances avec d'autres mouvements à la faveur de la coalition de la majorité présidentielle. Le logo du parti comprend 15 étoiles, représentant les 14 régions du Sénégal plus la diaspora, et sa devise est travail, solidarité, dignité. En vue de l'élection présidentielle de 2012, il sillonne les campagnes sénégalaises et va à la rencontre de la diaspora dans les grandes villes mondiales. Maintenant candidat de la coalition, Macky Sall mène campagne à travers le pays sans couper avec le mouvement d'opposition du 23 juin M23, tout en se positionnant comme la nouvelle alternance du pays qui se contente de manifester à Dakar en faveur de l'invalidation de la candidature d'Abdoulaye Wade à un 3e mandat. Il arrive en deuxième position du premier tour avec 26,58% des voix contre 34,81% au président sortant. Dans l'entre-deux tours, il réunit tous les candidats battus dans la coalition Benno Bokk Yakaar, unis pour le même espoir, en Wolof, et remporte le second tour le 25 mars 2012. Face à celui qui a été son mentor, celui-ci l'appelant le soir même pour le féliciter avant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. 4e président de la République du Sénégal, il prête serment le 2 avril 2012 à l'hôtel King Fahd Palace. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Le lendemain, il nomme le banquier Abdoul Baye au poste de Premier ministre qui prend la tête d'un gouvernement restreint à 25 membres et annonce sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives le 1er juillet. Fidèle à sa promesse de réduire le train de vie de l'État, il revient sur certains privilèges ministériels. Supprime 59 commissions et directions jugées sans objet, parmi lesquelles l'Agence nationale des nouveaux ports du Sénégal, la direction de la construction de petits aéronefs, l'Agence nationale de la haute autorité du désert, l'Office sénégalais pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, doublonnant avec l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, et annonce des audits sur la gestion de son prédécesseur. Il rompt plusieurs contrats au sein du palais présidentiel et limite les salaires des directeurs d'agence, mais multiplie aussi les ministres conseillers. Il relance la cour de répression de l'enrichissement illicite et annonce la création
d'un office national anticorruption et d'une commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Les pensions de retraite sont revalorisées, les paysans subventionnés en urgence face à la menace. En septembre 2013, il limoge le gouvernement Baye et nomme Aminata Touré, ministre de la Justice sortante, au poste de Premier ministre. En 2014, Mohamed Boun Abdallah Dionne succède à cette dernière. Contrairement à ses promesses de campagne, le nombre de membres du gouvernement explose. Celui-ci compte jusqu'à 82 ministres, délégués et ministres conseillers. Le budget de plus de 1400 milliards de francs CFA dans la loi des finances 2019 pour la présidence, la primature et les 35 ministères, triple en 7 ans. Macky Sall lance une importante réforme judiciaire touchant le code pénal, le code forestier, le code minier, le code de procédure pénale, la justice militaire. Macky Sall met en avant l'investissement dans de grandes infrastructures, dont le plan Sénégal émergent, PSE, qui repose sur une stratégie à terme, période 2014-2023, avec un objectif à horizon 2035. Le PSE a pour objectif global la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Ce plan prévoit notamment la construction de l'aéroport international desservi par la nouvelle Air Sénégal, d'un musée des civilisations noires, d'un train express régional TR de 2 stades, du palais des sports de Diamniadio, du pont Sénégambie, de centrales solaires permettant au pays d'exporter de l'énergie, de l'autoroute à péage ou bien encore d'infrastructures dédiées au numérique. Il est le premier chef d'État africain à être invité par la Chine. Alimenté par ces grands travaux, l'économie sénégalaise affiche une croissance de 6,8% en 2018 contre 4,4% en 2012, ainsi qu'une inflation et un déficit budgétaire maîtrisé, même si la dette publique atteint 60,8% du PIB en 2017. Mais cette croissance dépendante du secteur public et des investissements étrangers n'a tenu pas un taux de chômage élevé. Malgré la hausse de production des riz, le pays ne parvient pas à atteindre l'autosuffisance pour cette période. En 2013, 80% de la population ne bénéficie pas de couverture maladie. Il lance alors la couverture maladie universelle avec un budget quasiment symbolique de 5 milliards de francs CFA. Mais malgré ces mesures, le taux des Sénégalais pauvres s'élève encore à 47%. La santé reste chère et difficilement accessible en dehors des villes. La scolarisation en primaire et en secondaire progresse, mais les études supérieures demeurent centrées sur des matières classiques éloignées des besoins économiques. En mai 2015, il est élu président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui comprend 15 États de la région. L'élection présidentielle sénégalaise de 2019, la 11e depuis l'indépendance du pays, a lieu le 24 février 2019, un dimanche, afin d'élire le président de la République du Sénégal. Le président sortant Macky Sall, candidat de l'Alliance pour la République, est réélu dès le premier tour avec plus de 58% des voix. Il prête de nouveau serment le 2 avril. Les opposants dénoncent son népotisme malgré ses promesses, avec la nomination de son frère Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, celle de nombre de ses cousins et proches de son épouse à la tête des sociétés nationales. Le 27 septembre 2020, le président guinéen Alpha Condé ferme les frontières avec le Sénégal puis signe un accord de coopération militaire avec Macky Sall lors du sommet de la CEDEAO du 19 juin 2021 pour leur réouverture. Le 25 mars 2021, Macky Sall lance un appel à la communauté internationale afin d'accompagner la résilience du continent africain en annulant la dette. Le 18 janvier 2023, Marine Le Pen, ancienne dirigeante du parti d'extrême droite français Rassemblement National et candidate récurrente aux élections présidentielles françaises, est reçue par le président Sall. Cette rencontre est critiquée au Sénégal, notamment par l'ancienne première ministre Aminata Touré ou l'ancienne ministre Aïssatou Bodj, car les Africains sont les cibles privilégiés de Marine Le Pen. En mars 2023, sur la base de l'avis du Conseil constitutionnel de 2019, qui l'autorisait à ne pas écouter son mandat présidentiel de 2 ans, il estime qu'il est éligible à un 3e mandat présidentiel sans toutefois annoncer s'il est candidat. Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, et l'un des principaux opposants, est condamné à 2 ans de prison ferme en juin 2023. À l'issue du verdict, le pays connaît de graves troubles qui font entre 16 et 30 morts. De nombreuses personnes considérant que la condamnation de Sonko est avant tout politique et constitue une parodie de justice. En juin 2023, une plainte pour crime contre l'humanité est déposée en France par Juan Branco, un des avocats d'Ousmane Sonko contre Macky Sall. La plainte parle de meurtre de 50
personnes entre mars 2021 et juin 2023. Une demande d'enquête est aussi soumise à la Cour pénale internationale CPI à La Haye contre Macky Sall. En juillet 2023, il annonce qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. En novembre 2023, peu avant la fin de son mandat, Macky Sall est nommé envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples par le président français Emmanuel Macron. Macky Sall assumera le poste à la fin de son mandat présidentiel. Le samedi 3 février 2024, à la grande surprise de tout un chacun, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, le président Macky Sall signe un décret ajournant l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. D'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Au lendemain de cette déclaration, commencent alors des manifestations violentes partout dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Et l'avenir nous en dira plus à propos. Merci et à la prochaine. Au cœur des montagnes majestueuses de l'Afrique du Nord, dans le royaume chérifien du Maroc, une figure emblématique émerge du passé, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de cette nation. Bienvenue dans le monde fascinant du roi Hassan II, un monarque dont le règne a marqué une ère de transformation, de résilience et d'unité. Dans ce documentaire exceptionnel, nous plongeons dans la vie extraordinaire de Sa Majesté le roi Hassan II, un souverain qui a dirigé le Maroc pendant près de 4 décennies, de 1961 à 1999. Son règne teinté d'une sagesse incommensurable et d'une vision avant-gardiste a façonné le destin de millions d'âmes marocaines. Né dans le tumulte de l'histoire, Hassan II a hérité du trône dans une période charnière de l'évolution marocaine. Son leadership a été mis à l'épreuve dans les premiers instants et c'est avec une détermination inébranlable qu'il a guidé son pays à travers des épreuves et des triomphes, consolidant ainsi la monarchie constitutionnelle. Nous explorons les moments cruciaux de son règne, des négociations diplomatiques délicates à la gestion des défis internes, dévoilant un leader pragmatique doté d'une vision stratégique rare. Le roi Hassan II a œuvré sans relâche pour renforcer les institutions, promouvoir le progrès économique et préserver la richesse culturelle du Maroc. Mais derrière le monarque se cache également un homme de profonde humanité. Nous explorons ses engagements sociaux, sa connexion intime avec son peuple et son rôle en tant que protecteur des valeurs fondamentales qui ont tissé la trame sociale du Maroc. Joignez-vous à nous pour un voyage captivant à travers le temps et l'espace à la découverte du roi Hassan II, un architecte de l'histoire dont l'influence résonne encore aujourd'hui dans les montagnes et les vallées du royaume du Maroc. Dans les méandres de l'histoire, le destin du futur roi Hassan II s'est tissé dès sa naissance le 9 juillet 1929 à Rabat, au Maroc. Descendant du roi Mohamed V et de Lala Abla Ben Tahar, il était voué à un héritage royal. Les premières lueurs de son éducation illuminèrent le palais royal de Fès, où il s'immergea dans les enseignements de la science coranique, marquant ainsi les prémices de sa formation spirituelle. Son parcours académique s'épanouit au Collège royal de Rabat sous la tutelle éclairée de Mehdi Ben Berka, professeur émérite de mathématiques. Cette période formatrice atteint son apogée avec l'obtention de son baccalauréat en 1948, jetant ainsi les bases de son engagement intellectuel. Poursuivant sa soif de connaissance, Moulay El Hassan s'engage dans des études universitaires à Rabat au prestigieux centre des hautes études marocaines affilié à la faculté de Bordeaux. Sa quête académique le conduit à la réalisation d'une licence en droit en 1951, marquant une étape cruciale dans son cheminement vers la royauté. Ainsi, chaque étape de son éducation a façonné le monarque en devenir, préparant le terrain pour le règne qui allait suivre.
En 1952, le jeune Moulay El Hassan parachève son parcours académique, obtenant un diplôme des hautes études de droit civil de la prestigieuse faculté de Bordeaux, affirmant ainsi son engagement dans la sphère juridique. Son chemin vers l'érudition ne s'arrête pas là, car il poursuit ses études doctorales à la faculté de droit de Bordeaux, démontrant un appétit insatiable pour la connaissance et la compréhension des nuances du droit. Cependant, le cours de sa vie prend un virage inattendu en août 1953, lorsque l'exil force sa famille à quitter le sol natal, une période tumultueuse qui perdurera jusqu'en novembre 1955. Ce hiatus dans sa quête académique s'entremêle avec les soubresauts de l'histoire, marquant une période d'incertitude et de bouleversement politique. Avec l'obtention de l'indépendance en 1956, Mohamed V confère à son fils Moulay El Hassan une responsabilité majeure en le nommant chef d'état-major des forces armées royales. Dans cette position, le prince se trouve confronté aux défis épineux du soulèvement du Rif, qui les réprime avec détermination, consolidant ainsi sa réputation en tant que défenseur intrépide de la stabilité nationale. Le 9 juillet 1957, dans une proclamation solennelle, son père le hisse officiellement au statut de prince héritier, reconnaissant ainsi son engagement indéfectible envers la défense et la préservation du royaume. Cette ascension marque un chapitre crucial dans la vie de Moulay El Hassan, appelé à jouer un rôle central dans la continuité et l'évolution du leadership au sein de la royauté marocaine. Le 3 mars 1961, un tournant historique s'opère avec le décès de Mohamed V, ouvrant la voie à une nouvelle ère sous le règne de Moulay El Hassan, qui est officiellement proclamé roi du Maroc et prend le nom prestigieux de Hassan II. Ce moment charnière dans l'histoire nationale marque le début d'une période cruciale où Hassan II, héritier d'une riche tradition, est investi du devoir de guider le Maroc à travers la complexité du changement et la modernisation, façonnant ainsi l'avenir du royaume avec vision et leadership. Dès son ascension au pouvoir, Hassan II décide de s'appuyer sur l'élite politique, administrative et militaire formée par la France à partir des années 1930. Celle-ci, généralement francophile et résolument anti-istikalienne, comprend notamment Mohamed Oufkir. Il recrute en tant que secrétaire personnel la républicaine espagnole Paquita Gorono, l'une des figures de l'exil républicain à Rabat, qui travaille auprès de lui depuis 1956. En décembre 1962, il fait adopter une constitution sur mesure. Mal acceptée par les partis politiques, le roi proclamé commandeur de croyants est une personnalité inviolable et sacrée. Une vague de répression s'abat alors sur l'opposition de gauche, suivie après les émeutes de Casablanca et au Rif en 1965, par 5 ans d'état d'exception. En mars 1965, un mouvement des lycéens encadré par l'Union nationale des étudiants du Maroc, UNEM, est lancé pour protester contre une loi du ministre de l'Éducation, Youssef Belabé, limitant l'âge de l'accès au lycée par l'interdiction de redoubler le brevet pour les plus de 16 ans. Le 29 octobre de cette même année, Mehdi Ben Berka est enlevé au boulevard Saint-Germain à Paris devant la brasserie Libre, puis secrètement assassiné. De nombreux militants de l'INFP sont emprisonnés et certains dirigeants du parti sont condamnés à mort. Dans le même temps, il poursuit l'unification du Maroc et la consolidation de son indépendance et de son intégrité territoriale. Libération de la province de Tarfaya, 1958, et de l'ancienne colonie espagnole, la province de Sidi Ifni. Pour Hassan II, le danger viendra ensuite de l'armée. Le 10 juillet 1971, alors qu'une réception célébrait l'anniversaire du roi Hassan II au palais royal de Chikra, une force impressionnante de près de 1200 soldats s'infiltre dans les enceintes, déclenchant une violente tentative de coup d'État. Cette tragédie engendre la perte de plus d'une centaine de vies, parmi lesquelles l'ambassadeur belge Charles Goetta et plusieurs généraux. Le lieutenant-colonel Mohamed Abbabou, appuyé par le général Medbou, est initialement supposé être à la tête de cette entreprise. Cependant, la découverte ultérieure de l'implication beaucoup plus étendue de l'armée mène à une réorganisation radicale de ces structures. Le 16 août 1972, le général et ministre de l'Intérieur et de la Défense Mohamed Oufkir orchestre une attaque aérienne contre l'avion du souverain, alors que ce dernier regagne le Maroc après un voyage en France. Malgré cette tentative, Hassan II survit à l'attaque. Selon la thèse officielle, Oufkir se suicide, bien que des circonstances suspectes entourent sa mort avec la découverte ultérieure de 5 balles dans son dos. Cette série d'événements se poursuit, mais il faudra encore 3 années avant que le roi ne parvienne à trouver un terrain d'entente avec l'opposition, l'armée et potentiellement son peuple.
Le roi Hassan II était proche des États-Unis sans pour autant s'opposer frontalement à l'Union soviétique. Il adopte par ailleurs une approche ambiguë au sujet des conflits opposant Israël à certains pays arabes. D'après Yojiu Aharonou, pour le journal The Time of Israel, il aurait fait enregistrer au profit du Mossad les travaux d'une réunion secrète des dirigeants arabes destinés à évaluer leurs capacités militaires, enregistrements qui seront déterminants pour Israël lors de la guerre des 6 jours. En revanche, il envoie en 1973 au Golan un contingent se battre aux côtés des Syriens lors de la guerre d'octobre 1973. Le 12 novembre 1984, lors du 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, le roi suspend l'adhésion du Maroc par l'intermédiaire d'un membre de la délégation marocaine en protestation contre l'admission de la République arabe saharaoui démocratique, RACD, au sein de l'institution. Il entre en conflit aussi avec le président burkinabé Thomas Sankara en raison de la décision de celui-ci de reconnaître la République arabe saharaoui démocratique. Il entretient de très bons rapports avec la France, y compris avec une partie de son élite médiatique et financière. Ainsi, en 1988, le marché de la Grande Mosquée de Casablanca, un projet considérable financé via des contributions obligatoires et accordé à son ami Francis Bouygues, l'un des plus puissants hommes d'affaires français. En ce qui concerne les chrétiens, Hassan II accomplit un geste qui n'était pas seulement un symbole. En effet, il admit Monseigneur Norbert Carmel, 1908-1987, un dignitaire du Vatican et ami du roi à l'Académie royale. L'initiative la plus spectaculaire fut l'invitation adressée au pape Jean-Paul II à venir visiter le Maroc. Le portrait du roi apparaît dans tous les pays, sur les avenues, sur les commerçants qui peuvent être inquiétés par la police s'il n'est pas bien mis en évidence. Mais ce ne sera qu'à la fin des années 1980, après une nouvelle série de mythes au nord, particulièrement région plongée dans la précarité et la montée en force de l'islamisme, que son régime commence lentement à se libéraliser. Les réformes constitutionnelles de 1992 et 1996 atténuent ainsi le caractère absolutiste de la monarchie. En février 1998, enfin, Hassan II nomme un opposant de toujours, le socialiste Abderrahmane El Youssoufi, au poste de Premier ministre chargé d'assurer l'alternance. Parmi les actions emblématiques menées par le roi, on compte la politique de l'eau, avec la construction de grands barrages dans le pays afin de garantir l'approvisionnement en eau de la population, de l'agriculture et de l'industrie. À partir des années 1990, une opération de grande envergure pour la privatisation des entreprises publiques est menée par le roi et André Azoulay, le conseiller économique de la monarchie. Au crépuscule solennel du 23 juillet 1999, le Maroc était enveloppé dans le voile de la tristesse alors qu'il pleurait la disparition de son monarque emblématique, le roi Hassan II. Après des décennies de règne, la vie d'Hassan II a trouvé son terme, laissant derrière elle un héritage complexe et indélébile qui a profondément marqué le royaume. Témoin et acteur d'une histoire marocaine mouvementée, Hassan II a navigué avec sagesse à travers les tourments, consolidant sa position en tant que dirigeant respecté et controversé à la fois. Sa vision politique et sa diplomatie habile ont façonné le destin du Maroc au cours d'une période critique de son histoire. Ainsi, la disparition de Hassan II a laissé une empreinte indélébile sur le Maroc, rappelant aux générations présentes et futures l'impact profond de son règne sur la nation et soulignant l'importance de sa mémoire dans la trame historique du royaume.